Aujourd'hui, vous êtes président d'une plateforme appelée Ensemble pour le Gabon. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, on voudrait vous entendre, bien que vous ayez déjà fait cet exercice à travers d'autres médias, sur des questions qui ont trait à votre bilan. Bilan en tant que membre du gouvernement, bilan en tant que Premier ministre. Selon vous, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché? Je vous remercie pour cette opportunité que vous m'offrez de m'adresser aux téléspectateurs et répondre à vos questions. C'est un large sujet que de faire le bilan d'une activité gouvernementale parce qu'une activité de ministre, son bilan ne dépend pas que de soi. Le bilan dépend de plusieurs autres facteurs. Est-ce que nous avons eu un environnement qui a permis que les projets se réalisent? Est-ce que nous avons eu les ressources financières suffisantes pour réaliser les projets jusqu'au bout? Est-ce que nous avons bénéficié de la confiance du chef d'État et de son entourage pour y parvenir? Il y a un ensemble de sujets. J'ai donc écrit un livre récemment à Ouagadougou, de sorte de présenter le bilan de mon action gouvernementale, département ministériel par département ministériel. Il y a des choses qui ont fonctionné. Bien sûr, lorsqu'on a réussi avec des équipes que nous avons pu trouver dans les ministères, avec des Gabonaises et des Gabonais consacrés au travail, lorsqu'on a pu faire aboutir les projets, ça ne peut pas être du seul fait du ministre. C'est aussi la contribution de chacun, c'est aussi l'environnement qui a permis. Je peux relever quelques réussites au département de la communication, avec les collaborateurs que j'ai trouvés, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, aussi bien l'administration centrale que des administrations partenaires. Nous sommes parvenus, par exemple, à rédiger le code de la communication qui est encore en vigueur aujourd'hui. Et ce code de la communication a permis qu'il y ait aujourd'hui des radios, des télés libres qui permettent aux Gabonaises et aux Gabonais de pouvoir avoir l'information, mais aussi de créer des entreprises de communication comme la vôtre, comme d'autres qui existent aujourd'hui. Et nous sommes parvenus dans le cadre de ce code de la communication à mettre en place la fameuse redevance audiovisuelle et cinématographique qui permet de financer aujourd'hui en partie les chaînes publiques de radio et de télévision. Nous avons également réalisé au niveau de Port-Gentil une salle de cinéma et de spectacle avec un partenaire, Canal Olympia, qui a fonctionné pendant un temps, mais avec la crise Covid, cette salle a connu quelques difficultés. À Libreville, on n'a pas pu faire la même chose parce qu'il a manqué d'espace pour construire cette salle de cinéma et de spectacle. Nous avons institué également la fête Gabon of Province, le festival Gabon of Province, qui est un festival culturel et qui permettait aux Gabonais des 9 provinces de découvrir la réalité culturelle et de leur province et des autres provinces du pays. Dans ce cadre-là, on a également fait le nouveau musée, le musée national, qui permet aujourd'hui d'avoir des expositions d'œuvres. Et ce musée avait pour ambition également d'accueillir les œuvres qu'on aurait pu recevoir dans le cadre de la restitution et de la circulation des œuvres. Vous connaissez tout le débat qu'il y a autour des œuvres culturelles africaines qui avaient été spoliées lors de la colonisation et ensuite. Et nous avons également au niveau du sport mis en place un certain nombre de structures et de lois qui permettent aujourd'hui d'avoir des associations à caractère professionnel qui peuvent accompagner dans le domaine du sport. Nous avons également travaillé dans le domaine des affaires étrangères, notamment dans le cadre de la réforme de la CEAC. C'était un projet qui avait été confié au Gabon sous le président Ali Bongo Ondimba et nous sommes parvenus à réformer la CEAC, à l'adopter aujourd'hui d'une commission, comme il en existe dans d'autres sous-régions. Nous sommes parvenus aussi aux affaires étrangères à boucler la négociation avec l'Union européenne sur le dialogue politique intensifié. Et il y a eu le ministère de l'Énergie, qui est vraiment le seul ministère de développement qu'on m'a confié, qui m'a permis de sillonner le Gabon, de réaliser avec la SEG et la Société de patrimoine un certain nombre d'infrastructures. Certaines sont encore en cours aujourd'hui, d'autres sont achevées. Et je crois que c'est assez court pour faire un bilan, mais j'ai souhaité brosser rapidement, à grands traits, cette question-là. Alors, pourquoi certains projets qui avaient été soumis au peuple gabonais n'ont pas été réalisés? Qu'est-ce qui justifie justement cela? Il y a plusieurs facteurs, hier comme aujourd'hui, soit parce que les projets n'ont pas été suffisamment étudiés,
soit parce qu'ils ont été sous-financés, soit parce que les financements ont pris d'autres directions. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles certains projets ne sont pas allés à terme. Je vous prends par exemple le cas de la salle de cinéma de Libreville. Les ressources étaient disponibles, mais on n'a pas pu trouver un terrain de 3000 m² pour réaliser une salle de cinéma. Vous voyez, il y a des choses comme cela, et c'était un partenaire privé qui apportait ces ressources. Ce n'était pas de l'argent de l'État. Même dans ce cadre-là, nous ne sommes pas parvenus à réaliser ce projet. Si je prends d'autres exemples, on a signé des partenariats, on a signé des PPP avec un certain nombre d'opérateurs. Certains ont fait leur part et l'État n'a pas fait la sienne. Et donc, les projets sont restés bloqués à ce jour. Ce sont des éléments qui ont entravé le développement du Gabon hier et qui continuent à entraver aujourd'hui parce que parfois c'est mal étudié, parfois les administrations ne suivent pas, parfois aussi un ministre qui arrive, qui succède à un autre, change tous les projets. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs, il n'y a pas un seul, mais c'est une combinaison de facteurs. L'émergence prévue à l'horizon 2025, et s'il y avait des choses à refaire, selon vous, qu'aurait été ce changement? Parce qu'on est en 2025, dans un mois précisément. C'est curieux parce que, vous voyez, là, vous me recevez en tant qu'ancien ministre et ancien Premier ministre, et vous me posez la question sur l'émergence, qui est une question qui relève de la promesse d'Ali Bongo. Et ça me donne l'occasion de rappeler quand même que je n'ai pas été président de la République. Ce n'est pas parce que j'assume un certain nombre de choses qu'on voudrait me faire porter tout ce qui n'a pas fonctionné. Je n'ai pas été ministre des Routes, je n'ai pas été ministre de l'Éducation nationale, je n'ai pas été ministre de la Santé, je n'ai pas été ministre de l'Agriculture, je n'ai pas été ministre des Transports. Donc tous ces éléments qui n'ont pas fonctionné, je ne peux pas être le seul à pouvoir en répondre. Moi, je réponds en tant que membre du gouvernement des missions qui m'ont été confiées et je peux répondre éventuellement en tant qu'ancien porte-parole de ce qui n'a pas fonctionné ici ou là. Mais je ne peux pas répondre sur la question d'émergence. L'émergence, c'était un projet, une vision. D'abord, une vision portée dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Et j'écris dans Agoumaou que l'un des regrets, c'est que cette vision n'ait pas été transcrite en loi d'orientation et ensuite en loi de programmation, secteur par secteur, avec des budgets. Et donc, ça a été détituré de temps à autre. Et donc, on a commencé à suivre. Après, on n'a plus suivi. Et il y a eu surtout la crise financière à partir de 2013-2014, avec la chute du baril du pétrole qui n'a pas permis d'aller au bout de certains projets. Mais en dehors de la question de l'absence de financement, il y a aussi la question de la technostructure. Est-ce que notre technostructure permet de porter des projets de développement? Est-ce que notre administration permet de les porter? Est-ce que nous n'avons pas une administration héritée de la coloniale que nous n'avons pas su réformer pour la mettre au service du développement du pays? Ce sont des interrogations. Moi, dessus, je ne suis pas affirmatif. J'essaie seulement de faire référence. Ministre, oui. Monsieur le Président, vous, en tant que chef du gouvernement, justement, vous avez mené la politique du gouvernement, vous avez été chef d'un gouvernement. Par ricochet, vous avez été là, l'œil regardant même du président de la République au moment où vous avez été Premier ministre. Cela dit, à vous entendre, on a comme l'impression que vous n'aviez pas la même mise, encore un regard objectif sur tout ce qui se faisait à travers vos collègues. Non, c'est pas ce que je dis. Je vous dis, je ne peux pas faire le bilan du PGE, oui. Parce que je n'ai pas été celui qui a porté le PGE. Le PGE, c'était plusieurs départements ministériels, dont des départements de développement, infrastructure, économie, budget et autres. Je n'ai pas été ministre de ces départements-là. Donc, moi, je suis prêt à répondre aux questions de manière globale, mais je n'ai pas été ministre de ces secteurs-là. Ensuite, j'ai été Premier ministre 7 mois. Je l'ai été en janvier 2023, le 9 janvier 2023. Quand j'arrive à la primature, le budget 2023 est déjà adopté. Il est en cours d'exécution. C'était le budget 2023-2024. Il est en cours d'exécution, plutôt 2022-2023. J'ai ensuite perdu le pouvoir avec les autres, avec le coup d'État. Donc, je n'ai pas eu l'occasion, en tant que Premier ministre, d'élaborer un budget qui m'a été propre, sur lequel j'aurais pu faire des choix stratégiques pour le pays. Ça n'a pas pu avoir lieu, ça n'a duré que 7 mois. Je veux bien que, ayant été un des responsables, on veuille me faire porter tous les péchés d'Israël, mais je ne peux pas les porter parce que le Premier ministre, c'est 7 mois de fonction que j'ai eu, et aujourd'hui nous avons un gouvernement qui est là depuis 14 mois. Je ne pense pas qu'en 7 mois, on peut faire proprement le bilan d'ensemble du gouvernement
sur 14 ans. Ce n'est pas possible. Alors, au fond, il y a que vous avez demandé pardon au peuple gabonais, mais pardon, quelles sont les erreurs qui sont les vôtres sur ce pardon? Je ne sais pas si vous m'avez entendu lorsque je me suis exprimé. Premièrement, je me suis exprimé dans le cadre du Parti démocratique gabonais où j'ai indiqué que certaines erreurs ont été commises. Si on perd le pouvoir, c'est qu'il y a eu des erreurs. J'ai aussi indiqué qu'il m'est arrivé de prendre la parole et que certains des propos que j'ai tenus ont pu heurter, ont pu blesser, et j'ai demandé pardon pour cela. Mais je n'ai pas demandé pardon pour les crimes, je n'ai commis aucun crime. Je n'ai pas demandé pardon pour détournement, je n'ai pas détourné de l'argent public. J'ai demandé pardon si parfois ce que j'ai fait a pu heurter. Pardon aussi parce que collectivement, nous ne sommes pas parvenus à remplir le cahier de charges qu'on avait présenté au Gabon, aux Gabonais, c'est-à-dire les aider à sortir du sous-développement, les aider à améliorer leur quotidien de manière collective. Mais individuellement, si les choses me sont reprochées, comme le disent, et on en parlera. D'accord. Alors, quid de votre bilan? Nous abordons maintenant la seconde partie, celle consacrée à la restauration des institutions. À l'heure du référendum, vous, président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, vous appelez à voter au non pour la Constitution. Pourquoi cette prise de position? Vous savez, moi, je ne veux pas jeter la pierre. Les choses ne sont pas simples dans un pays. Nous avons un pays qui a aujourd'hui plus de 60 ans d'indépendance et qui a connu un certain nombre de difficultés. Omar Bongo, déjà, il y a plus de 30 ans, il y a 40 ans même, il parlait du changement de mentalité. Les mentalités ne sont pas simples à changer. Je ne suis pas de ceux qui vont dire qu'avant tout était possible ou avant tout était bien et qu'aujourd'hui c'est l'enfer. Moi, je ne dirais pas ça. Tout comme je ne comprends pas qu'on dise que hier c'était l'enfer et qu'aujourd'hui c'est le paradis. Je pense qu'il faut être réaliste, il faut être objectif. S'il y a eu un coup d'État, les auteurs du coup d'État eux-mêmes ont défini les raisons pour lesquelles ils ont pris le pouvoir. Et ce n'est pas à moi de le faire parce qu'ils ont fait leur propre récit. Et ensuite, ils se sont engagés à restaurer les institutions. Et aujourd'hui, on est en plein référendum pour une nouvelle constitution. La question que nous nous sommes posée, elle est simple. Où est la restauration des institutions? Au bout de 14 mois, est-ce qu'on peut nous dire, institution par institution, ce qui a été restauré? Est-ce qu'on peut nous dire, au bout de 14 mois, quel est d'abord le diagnostic qui a été posé, institution par institution? Ça veut dire, la présidente de la République, si tant est qu'on estime qu'elle a dysfonctionné, quels ont été les dysfonctionnements qu'on a observés, à quel niveau ces dysfonctionnements ont pu avoir lieu, est-ce que c'était structurel, est-ce que c'était conjoncturel, est-ce que c'était technique, est-ce que c'était administratif, est-ce que ça tenait aux ressources humaines, aux ressources financières? Il faut poser ce diagnostic. Le gouvernement, comment est-ce qu'il a dysfonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est simplement les êtres humains qui ont animé l'action gouvernementale? Est-ce que c'est l'administration? Est-ce que ce sont nos structures, nos lois? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et ensuite, on prend les autres institutions. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on peut alors indiquer point par point les forces et les faiblesses. S'il y a eu des forces, on maintient, on renforce éventuellement. S'il y a eu des faiblesses, on les corrige. Or là, nous sommes passés à pieds joints. On a remis en place les institutions sous la transition sur le même modèle exactement de ce qui existait avant. On a un gouvernement, on a un parlement avec 2 chambres, nous avons un conseil économique et social et environnemental, nous avons une cour constitutionnelle. Mais alors, la question que l'on se pose, si on doit restaurer, on restaure quoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et là, on a un projet de constitution qui reprend exactement la même géographie institutionnelle, les mêmes institutions, leur composition, et donc toutes les questions se posent. Si tant est que ça a dysfonctionné, pourquoi on reprend les mêmes choses? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il est utile d'avoir un parlement à 2 chambres? Moi, j'ai regardé quelques éléments du dialogue inclusif d'Angoundjé. Certains ont proposé la suppression du Sénat. Où est-ce que nous en sommes? D'autres ont proposé que la Cour constitutionnelle soit transformée en conseil constitutionnel et ne s'occupe plus que de la Constitution. Là, dans le projet actuel, la Cour constitutionnelle a quasiment les mêmes prérogatives que l'ancienne Cour constitutionnelle. Et donc, de ce point de vue, nous pensons au niveau d'Ensemble pour le Gabon que 14 mois après la prise de pouvoir par les militaires, 14 mois après le coup d'État, nous sommes loin de la restauration des institutions parce que c'était quand même ça la dénomination du comité pour la transition et la restauration des institutions. Nous n'en sommes pas là. Et donc, cette constitution, telle qu'elle est articulée, elle nous éloigne de la première que nous avions, celle de 91,
Et nous ne savons pas où nous allons avec celle-ci, qui est une constitution en réalité sans âme. On ne sait pas quelle en est la colonne vertébrale. On ne sait pas de quel type de régime il s'agit. Cela n'est pas défini. On ne sait pas de quoi il s'agit également. Mais ce que nous constatons, c'est que c'est une constitution qui met l'ensemble des pouvoirs en les mains d'un seul homme. Il est aujourd'hui celui qui détient le pouvoir suprême tout seul. Il est président de la République, il est chef suprême des armées, il a les armées à sa disposition, il est le chef du gouvernement, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il préside le Conseil de la magistrature. Tout ceci n'est pas acceptable dans un pays qui se veut démocratique. Donc si on a mal fonctionné hier, il ne faut pas changer pour faire pire que hier. Or là, nous sommes en route pour le pire et en accélérant en plus. Nous sommes en route pour le pire, ce sont vos propos. On va écouter un petit élément et on revient juste après avec vous. Je voudrais terminer sur un dernier point. Nous sommes engagés sur la réforme de notre pays, la réforme de ses institutions. Et nous entendons souvent dire qu'on révise trop souvent la constitution gabonaise. Quelqu'un a même décompté l'autre jour qu'il y en avait eu 9 ou 8 ou 12, on ne sait plus trop. Mais j'ai seulement rappelé que la constitution d'un État, d'un pays, c'est la traduction d'une volonté de ses citoyens à un moment donné de leur parcours. Notre volonté aujourd'hui est de bâtir un système avec des institutions stables. C'est ce à quoi le chef de l'État s'est engagé, d'où la concertation politique qu'il a convoquée et à laquelle nous avons tous participé. Nous devons avoir le courage d'assumer nos décisions et d'en rendre compte. Voilà, merci la régie. Monsieur Alain-Claude, vous l'avez compris, il s'agit entre autres d'une de vos allocutions au sein du Parlement, où vous répondez clairement à la question portant sur la Constitution. Et la question que je m'en vais comme ça vous poser, dans cette allocution, vous parlez de concertation politique. Cela va sans dire qu'il y a eu des gens qui se sont prononcés, sinon une partie du peuple qui a émis des avis quant à la révision de la dite Constitution, voilà, antérieure. Et il y a que dans certains de vos allocutions, certaines de vos interventions médiatiques, vous réfutez le fait que la monture finale qui a été conçue et qui est soumise à référendum émane même de l'assentiment du peuple. Mais quelle est, à cette époque-là où vous parliez des révisions de certains textes constitutionnels, les statistiques que vous pourriez aujourd'hui démontrer ou encore éclairer la lanterne du peuple qui vous écoute pour justifier réellement que cette révision était de bonne loi? Enfin, je ne comprends pas très bien parce que l'extrait que vous le diffusez, ce propos, je peux le tenir encore aujourd'hui sans difficulté. Je dis que la Constitution, c'est la traduction du parcours d'un pays à un moment donné, et c'est le cas aujourd'hui. Je ne conteste pas le fait qu'on aille sur une nouvelle Constitution, je conteste le contenu de ce qui est proposé. C'est ça que je au-delà du contenu, vous contestez aussi le fait que vous redoutez le fait que cette Constitution soit l'émanation ou encore la résultante du dialogue national inclusif. Non. Là, vous voyez, et c'est en cela qu'il y a des amalgames. J'ai commencé déjà par rejeter le dialogue national inclusif, que j'ai estimé ne pas avoir été suffisamment inclusif. J'ai, à l'époque, au mois de mai 2024, publié un texte qui critiquait le dialogue national inclusif et ses conclusions, où j'ai estimé, premièrement, qu'il n'avait pas été inclusif, parce que tous ceux qui ont été au dialogue ont été nommés par un seul homme, les 600 participants ont été nommés par un seul homme. Deuxièmement, 40% des participants étaient des militaires. Troisièmement, ceux qui ont été choisis sur la base de leur opposition au régime d'Ali Bongo et au Parti démocratique gabonais. Et que c'était une concertation qui avait pour fil conducteur l'exclusion. Exclusion des binationaux, exclusion de ceux qui avaient un parent étranger, exclusion de ceux qui avaient acquis la nationalité, exclusion du PDG, etc. Et ça se retrouve aujourd'hui dans cette constitution. Donc, c'est assez logique que je conteste les conclusions qui sont aujourd'hui traduites. L'extrait que vous diffusez, c'est quoi? In fine, permettez-moi. Quelle est la différence, faites-vous, au fond, entre le dialogue national inclusif et la concertation dont vous faisiez allusion dans l'extrait que nous devons le publier? Ben voilà, c'était par là qu'il fallait commencer. Là, nous avions une révision de la Constitution et c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'aucun Premier ministre n'a la possibilité de réviser une Constitution.
La Constitution, elle est révisée à l'initiative du président de la République ou du Parlement, selon les modalités fixées par la loi et par la Constitution elle-même. Ça veut dire que au mois de février 2023, le président Ali Bongo, chef de l'État, décide donc de réviser la Constitution. Et pour cela, il appelle la classe politique à une concertation. Certains acteurs de l'opposition ne sont pas venus, mais l'opposition a été représentée et nous avons co-présidé M. Akouré Davin, représentant l'opposition, et moi-même. Il y avait d'autres personnalités qui sont aujourd'hui membres du gouvernement actuel. Nous sommes parvenus à des conclusions qu'il fallait maintenant traduire dans la Constitution. Mais cela, c'était la voie parlementaire. Ça veut dire que le président demande au Parlement de revoir la Constitution. Il envoie donc un projet de révision de la Constitution au Parlement. L'autre voie possible, c'est la voie référendaire. C'est la voie qui a été choisie par le CTL aujourd'hui, passée par référendum. Mais nous ne sommes pas à notre premier référendum. Il y a eu un premier référendum en 1995 qui a donc été convoqué suite aux accords de Paris où les acteurs politiques, après la crise électorale de 1993, se sont accordés sur des modifications à apporter dans la Constitution. Et les acteurs étant à l'époque soupçonneux les uns vis-à-vis des autres, ceux de l'opposition ont demandé au président Omar Bongo de traduire cela en acte en allant consulter les Gabonais par référendum en ce qui concernait donc cette révision de la Constitution. Donc voilà, il s'agit de deux voies possibles. La voie parlementaire qui est prévue par les textes et la voie référendaire, elle aussi prévue par les textes. Celle choisie en 2023, c'était la voie parlementaire et j'ai conduit une concertation avec les acteurs de l'opposition qui ont accepté ces éléments-là. Ils ont accepté la réduction de la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Ils ont accepté qu'on enlève la possibilité de second tour aux élections présidentielles. Ils ont accepté également, mais c'était dans la loi, la non-limitation des mandats. Voilà, c'est ce qui a été fait. Donc, je ne vois pas aujourd'hui la contradiction qu'il y aurait d'avoir conduit une révision à la Constitution et de contester le contenu de la Constitution actuelle. Je ne vois pas où est la contradiction. Alors, certains acteurs politiques ou militaires l'ont dit à travers leurs déclarations que vous avez été critiqué ou encore, critiqué c'est le terme à utiliser, par vos camarades au motif que vous avez accepté la modification de la Constitution à plusieurs reprises. Que répondez-vous par rapport à cela? Mais dites au général Oligui de bien relire ses classiques. Il parle de choses qu'il ne connaît pas. Moi, j'ai été Premier ministre, je n'ai pas modifié la Constitution à 2 reprises. J'ai été Premier ministre, je vous dis encore une fois, il ne revient pas au Premier ministre de modifier la Constitution. J'ai porté cette modification comme d'autres Premiers ministres ont porté des modifications avant moi. La Constitution de 91 dont on parle, elle a été modifiée dès 92, dès 93, dès 94 par tous ceux qui ont été Premier ministre. Sous Yemba, cela a été modifié. Sous feu Pone Bamgema, cela a été modifié. Sous Jean-François Toutmeman, cela a été modifié. Sous tous les autres Premiers ministres qui ont suivi, il y en a peut-être un ou deux sous lesquels il n'y a pas eu de modification. Et donc, moi, je n'ai pas été à l'initiative d'une modification. Et lorsque j'ai été Premier ministre, il y a eu une modification de la Constitution qui a été l'objet d'une concertation politique entre la majorité et l'opposition. Le flux de cette concertation, qui a été un consensus signé des acteurs de la majorité et de l'opposition, a été traduit dans la Constitution. Si vous me dites que mes camarades me critiquent, mais ce texte a été voté à l'Assemblée nationale par mes camarades, ce texte a été voté au Sénat par mes camarades, ce texte a ensuite été approuvé par la Cour constitutionnelle où moi je ne siégeais pas. Donc je ne vois pas, et si vous lisez la Constitution, vous la regardez, c'est un texte qui a été promulgué par le président Ali Bongo. Donc je ne comprends pas pourquoi on prétend que les gens m'ont critiqué et que c'est moi qui étais à l'origine du coup d'État. Ce coup d'État, il a maintenant plusieurs origines. On ne sait plus quelle est l'origine réelle de ce coup d'État. Et s'il vous plaît, je pense que nous avons une émission qui est sérieuse et j'ai accepté de répondre à vos questions. Mais si c'est pour répondre aux questions en rapport avec quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est la Constitution, c'est difficile. Bon, c'était une parenthèse, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. D'accord. Vu que vous avez été l'un des principaux dirigeants sous le règne de Monsieur Ali Bongo, et avec du recul, quelles sont les réformes qu'il faut apporter pour assainir la gouvernance au sommet de l'État, la transparence électorale, selon vous? Est-ce que vous vous souvenez que le président Ali Bongo a été président pendant 14 ans et que j'ai été son Premier ministre 7 mois? J'ai été son Premier ministre. Est-ce que vous avez encore les noms des anciens Premiers ministres sous Ali Bongo? L'actuel
Premier ministre de la Transition, a été Premier ministre Swalibon. Est-ce que vous vous en souvenez? Il y a eu Paul Biya qui a été Premier ministre, il y a eu l'actuel qui a été Premier ministre, il y a eu Daniel Onaondo qui a été Premier ministre, il y a eu Emmanuel Lusozé qui a été Premier ministre, il y en a eu d'autres. Bien. Les réformes à apporter, d'abord sur le débat de la Constitution. Je vous dis encore une fois, cette Constitution, elle a un régime sans nom. On ne peut pas dire que ce soit un régime présidentiel, parce que dans un régime présidentiel, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Dans un régime présidentiel digne de son nom, le président est élu au ticket avec son vice-président. Dans un régime présidentiel, le président n'est pas à la fois chef du gouvernement et chef de tout jusqu'à dissoudre l'Assemblée nationale. Donc on a là quelque chose qui n'existe nulle part. Il n'y a aucun régime présidentiel au monde, à ma connaissance en tout cas, dont la durée du mandat est de 7 ans. Ce sont tous des régimes qui vont entre 4 et 5 ans. Et les 7 ans aujourd'hui, c'est un élément hérité de la Constitution française. Eux-mêmes, ils ont évolué, ils sont passés de 7 à 5 ans. 7 ans aujourd'hui, il n'y a que quelques pays d'Afrique centrale qui ont encore un mandat de 7 ans. Donc il faut d'abord qu'on en parle. Il faut expliquer aux Gabonais que nous qui disons non, nous ne sommes pas contre la transition. Nous qui disons non, nous ne disons pas non à ce qu'il n'y ait pas une constitution. Nous disons que nous voulons une constitution, mais pas celle qui nous est proposée. Et je vous fais observer, parce que moi j'ai été dans les quartiers, dans les maisons. Sur 10 personnes que j'ai rencontrées, il y en a 9 qui n'ont pas lu la constitution. Les Gabonais qui sont appelés à voter cette constitution ne l'ont pas lue. Et le gouvernement n'a rien fait pour mettre à leur disposition la constitution. On a aujourd'hui des listes électorales qui sont affichées partout sur le territoire auprès des chefs de quartier et des chefs de village. Nous aurions pu afficher la constitution devant les collectivités locales, les mairies, les présidents des conseils, les gouvernorats également, les préfectures, les sous-préfectures. On aurait pu afficher la constitution devant les chefs de quartier ou les chefs de village pour que chaque Gabonais puisse se dire « oui, j'ai lu », même s'il n'a pas lu, mais qu'on se dise « nul n'est censé ignorer » parce que ça a été mis à disposition. Or, aujourd'hui, les gens vont en province et on dit aux populations « votez pour soutenir le général Oligui ». Mais ce n'est pas le débat. Le débat du général Oligui viendra à la présidentielle s'il est candidat en violant sa parole et en violant les engagements internationaux du Gabon. Ça, le débat viendra. Pour l'heure, cette constitution présente des dispositions qui sont mauvaises et qui ne garantissent pas seulement les libertés. Regardez et faites des recherches. Depuis l'indépendance du Gabon, nos constitutions ont toujours fait référence à la déclaration de 1789. Elle a sauté, elle n'existe plus. Ça veut dire que les droits de l'homme, le Gabon aujourd'hui ne les protège plus, ne s'engage plus à les protéger. Nous sommes membres de l'Union africaine. La déclaration, la charte africaine de liberté, plutôt de la démocratie et des élections, pourquoi on n'en fait pas référence? Parce que je vais vous dire, cette charte africaine de la démocratie et des élections interdit aux auteurs de coups d'État de pouvoir se présenter aux élections. Récemment, Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, l'a encore rappelé. Oui, cette condition, elle est mauvaise. Que faut-il faire? D'abord, nous n'aurons plus avoir un consensus préalable en amont, dans une vraie discussion ouverte avec les citoyens, avec les acteurs politiques sur la diaspora. Regardez un peu la diaspora. Quel péché a commis la diaspora pour être ainsi banni de la participation à compétir au sommet de l'État? Pourquoi? Pourquoi veut-on écarter les gens? La Constitution, comme le dialogue d'Angondjé aujourd'hui, a pour seul fil conducteur pouvoir exclure. On exclut ceux qui ont moins de 35 ans. Je rappelle quand même qu'Omar Bongo est arrivé au pouvoir à 32 ans en 1967. Est-ce qu'on veut dire aujourd'hui qu'un Gabonais de 35 ans est moins mature qu'un Gabonais de 32 ans il y a 57 ans? Il y a un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que celui qui a 70 ans n'est plus en capacité de pouvoir être candidat? Pourquoi se prive-t-on des capacités de ça? On parle juste de candidature. On ne peut pas être président, juste de candidature. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement que cette constitution ne rassemble pas les Gabonais. Cette constitution exclut. Si vous avez épousé une femme qui n'est pas gabonaise, vous ne pouvez pas être candidat. Mais dans la Constitution, on ne définit pas le rôle de la première dame. Pourquoi va-t-on exclure quelqu'un dans une Constitution qui ne définit même pas le rôle de la première dame? Dans cette Constitution, on vous dit qu'il faut parler une langue nationale. Mais que je sache, cette même Constitution ne dit pas quelles sont les langues nationales du Gabon. On a les langues gabonaises que la Constitution ne liste pas, ne reconnaît pas. Il faut les lister. Comment va-t-on faire demain pour savoir que cette langue qui est parlée, c'est une langue gabonaise et qu'elle est nationale?
je ne connais pas de langue gabonaise qui soit nationale. Et donc voilà les débats qu'il y a, et je pense que d'aller à marche forcée, comme on tente de le faire, n'est pas une bonne chose.